Bonjour à tous et bienvenue dans le Non-Stop Info. Sommaire de ce journal, Bola Tinubu prend les rênes du pays le plus peuplé d'Afrique, redressement de l'économie, mettre fin à une corruption devenue endémique et lutte contre l'insécurité sont les principaux défis du nouveau président nigérian. Au Burkina Faso, pour lutter contre le chômage des jeunes, le gouvernement lance un nouveau dispositif axé sur l'orientation des étudiants et sur les opportunités d'emploi. Utiliser une devise locale pour favoriser l'intégration financière des régions africaines et le commerce continental. Le plaidoyer du président kényan William Ruto pour le système de paiement et de règlement panafricain. L'armée soudanaise suspend sa participation aux pourparlers organisés depuis début mai par les États-Unis et l'Arabie Saoudite à Jeddah. L'armée a pris cette décision parce que les forces de soutien rapide du général Hemeti n'auraient jamais appliqué un des points de l'accord de la trêve temporaire qui prévoit notamment le retrait des hôpitaux, soutient le gouvernement soudanais qui a annoncé cette décision ce mercredi, soit 3 jours après la prolongation du cessez-le-feu pour 5 jours afin de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Une trêve qui n'a jamais été respectée comme toutes les autres depuis le début des affrontements. Le 15 avril, les deux camps s'accusent mutuellement de multiples violations. Ce mardi encore, des combats ont fait rage dans la capitale Khartoum et dans la région du Darfour. Depuis son déclenchement, la guerre a fait plus de 1800 morts. Bola Tinubu est officiellement président du Nigeria. Il a prêté serment ce lundi 29 mai à Abuja et succède à Muhammadu Buhari. Lutte contre l'insécurité, relance de l'économie et lutte contre la pauvreté qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Autant de problématiques qui figurent parmi les nombreux défis auxquels le nouveau dirigeant va devoir faire face. Joël Ballot. Entre janvier et mars 2023, le Nigeria a été frappé par une grave pénurie de liquidités et de carburant, affectant la croissance économique passée de 3,11% au premier trimestre 2022 à 2,31% au premier trimestre 2023. Investi président de la République le 29 mai 2023, Bola Ahmed Tinubu hérite d'une situation économique dégradée. 16e président de la République fédérale, le peuple compte sur son mandat à la tête du pays pour donner un nouvel élan au Nigeria. Nous allons remodeler notre économie pour stimuler notre croissance et rendre notre PIB bien meilleur que celui que nous avons aujourd'hui, je vous assure. En présence de plusieurs chefs d'État et gouvernement, le président de la République fédérale du Nigeria, Bola Tinubu, a prêté serment lundi 29 mai. Au cours de son mandat, il fera face à de nombreux défis, notamment la mise en place de dispositifs solides de lutte contre la corruption qui pourraient coûter jusqu'à 37% du produit intérieur brut du Nigeria d'ici 2030, réhabiliter les centres de santé de proximité car 80% manquent de plateaux techniques, 5 ans après la promesse gouvernementale de réhabiliter 10 000 formations sanitaires. Le dirigeant devra également s'atteler à créer des emplois. En 2022, selon le Bureau nigérian des statistiques, le chômage s'élevait à 33,3% avec 22,8% de la population active sous-employée. My administration must create meaningful opportunities. Mon administration doit créer des opportunités significatives pour nos jeunes. Nous honorerons notre engagement de campagne d'1 million d'emplois dans l'économie numérique. À 71 ans, Bola Ahmed Tinubu succède à Muhammadu Buhari, dont le bilan après 2 mandats à la tête de l'État et du ministère du pétrole reste mitigé. La diversification de l'économie se met lentement en place et le Nigeria doit se défaire d'une rente pétrolière faussée par la dette et les subventions. Le chômage et le sous-emploi et l'envolée des taux. 60% des jeunes Africains sont aujourd'hui touchés de plein fouet par le chômage. Une situation alarmante qui ne s'arrange pas et elle touche aussi bien les diplômés que les non-diplômés. Le Burkina Faso est confronté à ce fléau face auquel le gouvernement de transition se dit engagé avec un accent mis sur l'adéquation, formation et marché du travail. Et pour ce faire, les autorités viennent de lancer un dispositif d'orientation des étudiants sur les opportunités professionnelles. Paul-Marcel Mayagui, Absan Bibou.
Au Burkina Faso, le chômage des jeunes est l'une des préoccupations des autorités. Dans ce pays de 20 millions d'habitants, le taux de chômage en milieu jeune est estimé à 7,1% selon le dernier recensement national. Face à cette situation, les autorités de la transition ont procédé le 27 mai 2023 au lancement de l'initiative Bureau, bilan de compétences et accompagnement. Ce programme gouvernemental ambitionne d'informer les étudiants sur les opportunités, les caractéristiques et les exigences du marché du travail, les accompagner dans la définition de leur projet professionnel ou d'emploi, mais aussi dans la construction de leur devenir professionnel. Il s'agira d'avoir dans chaque université un bureau de l'Agence nationale pour l'emploi et chaque étudiant pourra prendre un rendez-vous pour bénéficier d'un accompagnement, pour faire son bilan de compétences et pour obtenir une réorientation ou un accompagnement pour construire un parcours d'insertion avant la fin de ses études. Malgré ce programme d'accompagnement mis sur pied par le gouvernement, l'insertion des jeunes diplômés en particulier sur le marché de l'emploi demeure préoccupante. En 2021, l'effectif des étudiants au Burkina Faso s'élevait à plus de 190 000 et selon l'Agence nationale pour l'emploi, seule une infime partie d'entre eux est intégrée dans le circuit formel de l'emploi. Ce décalage dans les chiffres s'explique, selon certains, par l'inadéquation entre la formation et les exigences d'un marché du travail en pleine mutation. Pour pallier le problème, l'État envisage une réforme de la formation universitaire pour une transition des savoirs opérationnels orientés vers l'exercice des métiers à travers l'initiative Bureau de compétences et accompagnement. Toutes ces questions, on s'est posées. Et ça nous a amené donc à réfléchir ensemble pour essayer de faire des réformes. Cette réforme, ça consiste donc d'abord à mettre ces bureaux en place pour permettre de voir toutes les opportunités qu'il peut y avoir. Je suis persuadé que dans cette salle, il y a des gens qui sont peut-être dans des filières qu'ils n'ont peut-être pas choisi, ils n'ont pas l'amour de la filière, mais ils le font juste parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, à travers ces bureaux, je pense et j'espère que ça va vous aider à vous réorienter. Et bien avant donc la mise en place de ces bureaux, comme le ministre l'a dit, nous avons eu une autre idée, donc l'incubateur qui a été créé au niveau des Bagri. Et nous allons plus loin, il y a des universités qui ont été ciblées pour, au lieu que ce soit l'incubateur, nous allons initier de la production au profit donc de ces universités-là. La première phase du déploiement des bureaux, bilan de compétences et accompagnement concerne les 14 universités publiques. Elle connaîtra une extension progressive aux institutions d'enseignement supérieur et de recherche publique et privée d'ici 2025. Le chef de l'État kényan William Ruto plaide auprès de ses homologues africains pour le système panafricain de paiement destiné à faciliter les échanges commerciaux en Afrique. Pour cela, il faut, dit-il, abandonner le dollar américain, monnaie largement dominante à l'échelle mondiale et qui occupe une place importante, y compris sur le continent africain. Le président kényan appelle à mettre fin à ce système. Mildred Diamou. Alors que le dollar américain a atteint son niveau le plus élevé en 20 ans, les actions se multiplient en faveur de solutions africaines. Lors d'un dialogue du secteur privé africain sur la zone de libre-échange continentale africaine, tenu le 29 mai 2023 à Nairobi, le président kényan William Ruto a lancé un appel aux États africains à œuvrer pour l'abandon du dollar américain en adoptant un système de paiement panafricain pour faciliter le commerce sur le continent. We are all subjected to a dollar. Nous sommes tous soumis à un environnement dollar. Pourquoi apportons-nous des dollars au milieu de nos échanges? C'est la question que nous devrions nous poser. Dans cette démarche, nous bloquons tous nos commerçants. Il est impératif que nous recherchions de manière proactive une solution aux disparités des devises et aux obstacles qui en résultent pour le commerce intra-africain.
tout en encourageant la ferme implication du secteur privé dans le renforcement du commerce intra-africain par le biais de la ZLECAf. Le chef de l'État kényan a exhorté ses pairs à mobiliser les banques centrales et commerciales pour rejoindre le système panafricain de paiement et de règlement PAPS, lancé en janvier 2022 par la Banque africaine d'import-export. Un mécanisme qui devrait permettre les échanges en devises locales et aux pays africains d'économiser environ 5 milliards de dollars par an en coût de transaction. The dollar has moved from Le dollar est passé de moins de 1% aux États-Unis à environ 5,2%. Le commerce ne peut avoir lieu sans un système de paiement efficace et unifié. Je suggère que nous ayons un mécanisme où nous pouvons régler tous nos paiements, que ce soit entre nos pays ou vers l'extérieur en utilisant nos devises locales. All our payments, whether between our countries or externally, using our local currencies. Plus de 80% des paiements intra-africains passent par l'Europe ou les États-Unis, ce qui entraîne des coûts de transfert et de mise en conformité élevés. Il faut environ 3 à 5 jours pour que le paiement parvienne à la banque du destinataire, avec des frais à chaque étape. Alors que l'appréciation du dollar américain a entraîné un durcissement considérable des conditions financières pour de nombreux pays africains, l'abandon de cette devise et la souscription à un système de paiement panafricain soutiendra considérablement la mise en œuvre de la ZLECAf ainsi que le développement économique, selon le président kényan. Les pêcheurs de Bonasama au Cameroun crient leur détresse face à la contamination du fleuve Wouri situé à Douala, une pollution devenue constante devant laquelle les populations de la région attendent des réponses concrètes de la part des pouvoirs publics alors que la hausse de la contamination toxique des eaux de ce fleuve porte atteinte à toute la filière. Reportage Narcisse Oum. Dans le cœur de Bonasama, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, situé sur les rives du fleuve Wouri qui traverse la ville à cause de tous les jours des petites pirogues de pêcheurs. Un marché où ils viennent se régaler dans les petits restaurants aménagés, les touristes et les habitants de la ville quand ils ne s'approvisionnent pas tout simplement pour le reste de la semaine. Ici, comme partout ailleurs, les utilisateurs de filets maillangs et revendeurs de poissons frais de séquelles appellent les autorités camerounaises à l'aide. Ils lancent un cri d'alerte face à une situation de paralysie qui vivent depuis quelques années dans cette zone de pêche. En effet, le village Bonasama est traversé par le fleuve Wouri et abrite une bonne partie des entreprises industrielles de la ville. Et cette présence industrielle a une incidence sur l'environnement sur les eaux du fleuve Wouri. La pêche, elle est maintenant difficile parce qu'il n'y en a pas de poissons à propos des produits chimiques qu'il y en a juste à mer, que les sociétés versent juste à mer. Vous retrouvez les poissons morts un peu de partout. Lorsque nous allons pêcher, nous rentrons à vide. Ce qui fait que nous avions de très sérieux problèmes pour payer la scolarité aux enfants et pour joindre même les deux bouts. C'est tout un problème. C'est pourquoi nous appelons les autorités à la rescousse afin qu'ils puissent nous aider. Sinon, ça ne peut pas continuer comme ça. Pour tenter de sauver l'environnement ainsi que les activités, ils ont mis sur pied un groupement d'initiatives communes dénommé Quai de Bonasama. Ce GIG regroupe les pêcheurs et vendeurs de poissons. Nous sommes dépassés parce que peut-être on pêchait beaucoup de poissons et maintenant on n'arrive plus à pêcher parce qu'il y a même les espèces de poissons qui disparaissent parce qu'on ne sait plus comment faire. Mais nous ne le savons pas. On appelle maintenant toutes les autorités pour qu'ils nous viennent en aide. Bon, pour éradiquer le mal, nous voudrons donc que les autorités nous viennent au secours pour que nous puissions travailler sans problème. Pour rappel, c'est depuis environ 8 ans que les pêcheurs du fleuve Wouri-Bonaberi vivent cette dégradation de la faune aquatique qui se manifeste par la pollution, non pas seulement industrielle, mais de la destruction de la mangrove, la présence de billes de bois ou coupes de bois sur le Wouri, la pollution de l'eau par la présence des substances huileuses, l'envahissement de la enceinte d'eau qui réduit l'espace de pêche, sont là quelques mobiles de leur courroux. La victoire à Roland-Garros de Yannick Noah, c'était il y a 40 ans. Et cette année, le mythique tournoi du Grand Chelem a tenu à marquer l'anniversaire. Un hommage au dernier vainqueur français d'origine camerounaise. La journée du 27 mai, veille de la première journée du tournoi de Roland-Garros, lui a été dédiée. De nombreuses célébrations ont marqué cet événement, avec notamment une fresque en l'honneur du célèbre tennisman. Reportage, José Douglas.
Pour l'anniversaire des 40 ans de sa victoire, après un concert réussi sur le cours Philippe Chatrier, et depuis le 28 mai jusqu'à la fin de la compétition, et même au-delà, une fresque murale en hommage à Yannick Noah a été dévoilée en présence de Gilles Moreton, président de la Fédération française de tennis, Amélie Mauresmo, directrice du tournoi de Roland-Garros, Yannick Noah et 4 de ses enfants. L'œuvre se situe dans l'allée nord, sur le mur du bâtiment des joueurs, rebaptisé lui aussi bâtiment Yannick Noah, 1983, à proximité de la tribune présidentielle, et elle a été réalisée par l'artiste guadeloupéen J. Ramier. Je suis très touché par les marques d'affection qu'on me témoigne. Je suis heureux de partager cela avec mes enfants. Je voulais vous remercier tous ainsi que Gilles, Amélie et toute la fédération. Je suis également très touché que l'artiste ait pensé à faire figurer maman et papa sur son œuvre. L'artiste J. Ramier, né en Guadeloupe, établi à Paris, surnommé le Black Picasso, J1, son nom d'artiste, est une des grandes figures de la culture urbaine de ces dernières années. Il lui a été demandé de tenir compte du parcours de Yannick Noah, sa carrière de tennisman, sa rencontre avec Arthur H, sa double culture, son métissage franco-camerounais, son engagement et ses actions auprès des enfants de l'association Faites le Mur, sa famille et ses amis et son parcours artistique. Grâce à cette association, on a pu découvrir le tennis, alors qu'avant on ne connaissait pas, et on a pu faire plein de sorties, on a pu rencontrer plein de joueurs, et merci, parce que sans lui on n'aurait pas découvert tout ça. Yannick Noah, qui reste très populaire auprès du public. Je voyais mes frères en train de regarder ces matchs et de hurler parce qu'ils gagnaient. Yannick Noah, je pense que c'est une légende. Il a eu plusieurs vies, à la fois une vie sportive, une vie de chanteur, une vie engagée. Donc c'est tout un symbole, je pense. Je le voyais à la télé, là je l'ai vu de près. J'étais très content. 82, quand on était à l'école primaire, on change de programme scolaire pour mettre Yannick Noah. Rappelons que Yannick Noah a remporté le 5 juin 1983 la finale de Roland-Garros en battant en 3-7 le Suédois Mats Wilander 6-2, 7-5, 7-6. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.